Hey, salut encore les pros, c'est Tony Pro de BiProDev. Aujourd'hui, nous sommes là et on va parler d'un sujet assez intéressant. Vous savez, ça fait quand même un bon bout de temps que nous n'avons pu publier sur la chaîne. En fait, c'était des petites contraintes. On était en train d'aménager le studio. Comme vous pouvez voir, je vais même d'ailleurs faire une vidéo pour vous montrer le studio, présenter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je pense que nous sommes en train d'atteindre un niveau stable et que les vidéos vont commencer à être tournées chaque temps. Je vais beaucoup faire aussi des vidéos, comme je disais tantôt, où je vais tout simplement vous parler d'un sujet comme aujourd'hui, où nous allons parler du développement web en général. Donc, toutes les technologies qui tournent autour du développement web, et c'est assez capital que vous compreniez tout ça, parce que parfois vous vous dites un grand développeur et pourtant vous ne connaissez pas grand chose, vous n'êtes pas à la une de l'industrie. Et c'est d'ailleurs l'objectif d'ici de ce tuto aujourd'hui. On va essayer de vous démontrer, de vous parler de toutes les technologies très brièvement, de mon expérience personnelle, de mes préférences et surtout de créer une sorte de awareness, une sorte d'attirer votre attention pour que vous soyez bien à la une de l'industrie, et que si vous avez des sujets que vous ne maîtrisez pas encore, que vous y pensez et vous essayez de voir si ça ne vaut pas le coup pour vous de vous documenter là-dessus. Donc, déjà, il y a une remarque, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne, parce que j'ai constaté que beaucoup de gens regardent des vidéos. Le nombre de vues augmente tellement, mais le nombre d'abonnés n'augmente pas proportionnellement. Je vous en prie, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ça ne va pas vous heurter. Donc je vais faire l'effort de ne pas publier des contenus inutiles, donc, et surtout je ne crée pas des contenus spam, donc je ne vous envoie pas des messages, des vidéos inutiles. Donc je pense que vous pouvez quand même m'encourager à vous abonner à la chaîne, et surtout laissez un pouce bleu, n'oubliez pas au moins cette étape, laissez déjà un pouce bleu avant de continuer cette vidéo. Donc on y va. Bam, bam, bam. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Là, je vais vous répondre tout ce que vous allez. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, si les technologies que j'ai mentionnées, c'est ce que vous utilisez, ou vous avez des technologies que j'ai oubliées. Voilà. Bref, c'est juste mon expérience personnelle et qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Bam, 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 bam. Voilà. Ok. Ici, c'est juste pour dire... ne soyez pas perdus, surtout dans le sens où le développement web est assez large et je vais essayer de parler de beaucoup de choses. Donc restez calme, cool down comme on dit souvent en anglais, et suivez les vidéos. Je vais mentionner ici tellement de technologies. Ne vous sentez pas frustré si vous ne les utilisez pas et que vous vous sentiez plutôt un bon développeur. Oui, en principe on ne peut pas tout maîtriser. Moi-même, il y a plein que je ne maîtrise pas, mais je suis quand même autour de 65 à 70% de tout ce que je vais mentionner ici. Je vais vous donner mes préférences et ainsi de suite. Donc c'est déjà pour vous créer une sorte de awareness, comme on dit souvent. Donc ça, c'est l'objectif de ceci. Donc pourquoi coder? Si je pars dès la base, la plupart du temps les gens aimeraient coder, et certains se demandent pourquoi je vais coder s'ils sont tout nouveaux, ou ils sont là, ils n'ont pas encore vraiment pris la chose. La plupart du temps, vous pouvez coder tout simplement parce que vous voulez à la fin avoir un job. Donc le développement web peut vous permettre de décrocher un très bon job, et surtout que les développeurs, d'après moi, ont une vie assez paisible, donc ils vivent quand même aisément. Surtout ceux qui sont à l'extérieur. C'est en Afrique que ce n'est pas encore très bon, mais même ici en Afrique, quand vous avez assez de compétences ou vous êtes vraiment professionnel, c'est très facile de gagner des jobs de 500 000 le mois, 700 000 le mois, voire même 800, pourquoi pas des millions. Je connais plein, et moi-même je crois que j'en fais partie. Donc décrocher un bon job, c'est pourquoi vous devrez apprendre à développer. Travailler en indépendant, voilà, ou diriger votre propre entreprise, parce que ça, c'est également l'une des parties les plus intéressantes, et c'est ce qui me concerne beaucoup. En fait, c'est ça ma cible actuellement. Donc, je suis en train de vouloir mettre sur pied mes propres entreprises ou travailler quand même en indépendant. Donc, ça veut dire tout simplement, en anglais, on appelle ça du freelance,
ou travailler vraiment comme chef d'entreprise, créer une entreprise, devenir entrepreneur. Bon, ça demande quand même beaucoup de discipline ici et beaucoup de sacrifices, beaucoup de compétences, beaucoup de travail et peut-être un peu d'investissement. Mais si vous êtes quand même juste pour freelance, tout ce qu'il vous faut, c'est plus de compétences et puis vous commencez à gagner des clients. Plus vous allez satisfaire des clients, ils vont vous recommander et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer et à la fin devenir un freelance bien réputé comme moi par exemple. Bien que je fasse du freelance, mais je travaille également à plein temps. Et aujourd'hui, mon objectif principal, c'est de devenir entrepreneur web. Entrepreneur dans un sens général. Donc, vous pouvez le faire juste parce que vous voulez créer votre propre produit. Vous avez des idées dans la tête et vous vous dites si j'étais développeur ou vous êtes développeur et vous voulez créer vos propres produits. Ça, c'est aussi une des raisons. Peut-être parce que vous voulez créer des contenus éducatifs comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est également l'une des raisons principales pourquoi beaucoup de gens peut-être apprendraient à coder. Et moi, particulièrement, je code depuis plusieurs années et je passe toujours mon temps devant les machines parce que je suis trop passionné. Donc, ça peut être juste également par passion. Donc, allez, restez scotchés. On va aller à l'étape suivante. Donc, voilà. Quand vous avez décidé de développer ou vous avez décidé d'apprendre à coder, quel est le type de développeur vous voulez devenir, parce que en principe c'est catégorisé en trois parties ou en trois types. Nous avons les développeurs front-end. Ce sont ceux-là qui touchent beaucoup de code qui tournent autour du client. Bon, le client ici, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le navigateur pour le cas d'un développeur web. Donc, la plupart du temps, il manipule les outils comme le HTML, le CSS, beaucoup de JavaScript, le framework front-end. Si vous voulez plutôt devenir un back-end, ça veut dire que vous voulez travailler avec le code qui est plus au niveau du serveur. Donc, quand on parle de serveur, il s'agit tout simplement des ordinateurs, mais très puissants, qui sont capables de gérer des centaines de millions de requêtes. Donc, les requêtes, c'est les demandes. Par exemple, lorsque vous faites un clic ou vous commentez sur Facebook, vous postez. En principe, c'est une sorte de demande que vous envoyez au serveur à partir de votre client qui est le navigateur. Donc, quand vous cliquez, la requête est envoyée et le code qui est au niveau du serveur qu'un développeur back-end a créé, il le récupère et puis il traite la demande, il vous retourne une réponse. Donc, si vous voulez devenir développeur back-end, vous devrez travailler soit peut-être avec du JavaScript ou du Python ou du PHP, du Java, du Ruby, manipuler même les bases de données, MySQL, PostgreSQL, les non-SQL comme MongoDB. Ou si vous faites déjà les deux parties, donc le front-end et le back-end, vous devenez ce qu'on appelle un full stack. Et c'est principalement ce que je suis parce que j'ai travaillé beaucoup avec le front-end. Et après un temps, j'ai également devenu développeur back-end. Et aujourd'hui, je fais les deux, j'ai même les serveurs. Et en principe, nous allons y revenir et parler de plus d'autres choses. Ok, maintenant, quand vous êtes développeur web, quels sont les outils dont vous avez vraiment besoin? Et bien évidemment, d'un ordinateur avec un système d'exploitation. Ça peut être Linux, Windows ou Mac. Moi, j'utilise beaucoup Windows et Linux. Précédemment, j'avais un Mac, mais c'est en panne. Donc, je peux dire que j'utilise tous les trois systèmes d'exploitation. C'est une question de choix. Donc, vous aurez besoin également d'un navigateur. Le plus utilisé à nos jours, et c'est ce que j'utilise aussi, c'est Chrome, Google Chrome. Et vous pouvez utiliser peut-être Firefox ou Edge ou Safari, ça dépend. C'est une question de préférence, mais le plus recommandé, c'est Google Chrome. Parce qu'il offre plus de possibilités pour faire le débogage, en fait, pour corriger les erreurs et améliorer son application. Nous avons les logiciels de design, disons les éditeurs de texte d'abord. Et le plus connu, le plus utilisé aujourd'hui, c'est VS Code. Si vous ne l'utilisez pas, je vous recommande d'essayer parce que je pense que VS Code offre beaucoup de flexibilité et c'est assez intuitif quand vous l'utilisez. Donc pour moi, VS Code est le meilleur. Vous pouvez utiliser Sublime Text, c'est plus léger, mais ça dépend de vous. Si vous êtes plutôt développeur Python, peut-être Python Charm, bien que VS Code ou Visual Studio Code, on peut bien coder du Python également dessus. Il y a également Atom, il y a WebStorm, il y a
PHP Storm. Donc, il y en a plein, mais je vous recommande fortement Visual Studio Code. Il a vraiment beaucoup de possibilités. Vous allez voir au cours de mes tutos que c'est ça que j'utilise tout le temps. Voilà, les logiciels de design ici, c'est ces logiciels qui vont vous aider à faire ce qu'on appelle les mock-up. Donc les mock-up ici, c'est tout simplement ces petites prototypes donc sous forme de dessin dont vous allez un peu visualiser comment le site web ou l'application serait. Vous essayez de les dessiner et puis vous pouvez montrer au client. Donc c'est les sketchs quoi. Donc comme on dit, pour créer une application, si vous êtes au niveau du design, prenez un bloc-notes et un stylo, vous essayez d'esquisser tout ce que, en fait, ce sont des esquisses de votre truc. Mais maintenant, Photoshop, je sais que c'est un peu plus lourd, mais ça fait partie toujours de la suite Adobe. Moi, j'utilise beaucoup Photoshop également pour traiter mes photos, créer mes petits créas, parce que une bonne application moderne à nos jours nécessite aussi des images attractives. Donc il y a également Figma, il y a Sketch et Canvas. Donc ça dépend de vous. Voilà. Et maintenant vous avez peut-être besoin de ce qu'on appelle un terminal. Donc un terminal ici pour moi c'est ce qu'on appelle la commande prompt ou l'écran noir. Donc ça va vous permettre d'écrire des commandes parce que le développement à nos jours c'est aussi beaucoup de commandes. Ce n'est plus comme à l'époque, donc vous allez exécuter des commandes peut-être pour installer des packages et tout ça. Vous allez naviguer d'un projet à l'autre et c'est les principes de base que vous devrez connaître. Je ne veux pas que vous soyez un génie dans les commandes prendre dès le début, mais quand vous commencez à développer progressivement, ça vient seul. Donc moi j'utilise plus Git Bash, c'est un terminal basé sur le système Linux qui vient avec le logiciel de gestion de contrôle de version qui s'appelle Git. Donc nous allons même en parler quelque part ici au cours de ce tuto. Bon, pas tuto, au cours de ce sujet. Voilà. Toujours front-end, vous devrez maîtriser le HTML et le CSS. Donc, il s'agit tout simplement de maîtriser concrètement les fondamentaux, les balises, le HTML, la sémantique, plein d'autres choses qui tournent autour du HTML. Il y a le CSS que vous devrez également maîtriser bien ses propriétés, les padding, les margins, les layouts, les positioning, les alignments, les colors, pourquoi pas aller même plus loin, maîtriser les media queries, parce que je vais dire il faut maîtriser sérieusement les media queries en tant qu'un bon développeur web, parce que toute application web à nos jours devrait être responsive. Vous savez, l'utilisation ou le taux d'utilisation du mobile est déjà presque supérieur, disons 70% d'internautes utilisent un smartphone. Donc vos sites web doivent être responsifs, qui veut dire ça peut bien s'afficher au niveau du mobile. Donc maîtriser les animations, ça ce sont des notions un peu plus avancées et c'est assez intéressant. Voilà, quand vous finissez tout cela ou quand vous avez déjà les fondamentaux du HTML et du CSS, je vous recommande d'aller un peu plus loin et d'apprendre par exemple ces outils encore comme SAS, qui est un préprocesseur. Donc c'est une sorte de librairie, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, qui vous aide à rendre votre CSS plus dynamique. Donc vous pouvez créer des variables, des nesting, donc des nesting, des mixages, des fonctions, vous comprenez. Et puis si vous voulez même encore faire plus mieux, avoir plus de contrôle, vous pouvez mettre la main sur PostgreSQL. Donc moi j'utilise tous ces trucs. Par exemple, si vous utilisez SAS ou vous téléchargez Bootstrap et que vous voulez peut-être customiser la version par défaut de Bootstrap, vous devrez maîtriser un peu du SAS. En fait, vous devrez maîtriser SAS pour refaire et puis recompiler votre version customisée. Il y a des gens qui développent avec WordPress, avec Bootstrap, et si l'on vous dit que c'est du code Bootstrap, vous n'allez pas accepter, parce que en principe ils ont essayé de remodifier, donc customiser Bootstrap même avant de télécharger les versions, mais et pour ça il faut les notions de SAS. PostgreSQL vient avec en fait vous ajoutez des plugins et vous permettre d'ajouter plus de fonctionnalités comme toujours les fonctions, les conditions, rendre votre CSS a fait plus dynamique et avoir plus de contrôle sur mettre de la logique dans du CSS quoi. Ah ouais. Ok, parlant des frameworks CSS, nous avons
le plus populaire et le plus utilisé jusqu'à nos jours encore, bien que les gens pensent que c'est Tailwind CSS. C'est vrai que Tailwind CSS reste un peu comme des guys of the town, comme on dit souvent, donc comme le gars de la ville. Mais Bootstrap 5, surtout sa version 5 qui est la dernière version actuellement, reste le meilleur et le plus utilisé. Ils sont un peu plus high level parce que ils ne touchent pas, ils ne vous donnent pas le contrôle total, la puissance ou ce que Tailwind a fait, ils ont corrigé l'erreur et ils ont rendu ça plus low level pour que vous puissiez avoir plus de contrôle. Vous pouvez contrôler plus vos designs, vous pouvez customiser directement à partir de la façon dont vous êtes en train de coder. C'est pas comme Bootstrap qui vient un peu trop universellement. Par exemple, il y a également Material Design qui est toujours un framework CSS et qui était utilisé beaucoup autrefois comme, en fait, c'était lui le gars de la ville comme Tailwind actuellement. J'ai utilisé beaucoup Material Design et je me rends compte justement quand j'ai préparé cette vidéo que je l'utilise plus assez comme à l'époque. Donc, il y a ces trois que je pense que si vous pouvez les maîtriser ou savoir comment les utiliser, c'est très cool. Ça va vous rendre encore plus pro et plus crédible en tant que développeur web. Donc, les principes de UI, UX. Donc, en tant que bon designer ou front-end dev, vous devrez quand même maîtriser également les couleurs, les images, donc la gestion des couleurs des images pour rendre des sites assez attractifs parce que à nos jours, je dis et je répète, nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes à l'ère de la technologie et vous devrez créer des sites hyper intéressants. Ne créez pas des sites qui ressemblent aux vieux sites de l'époque. Donc, maîtrisez les couleurs, lisez sur Internet, maîtrisez les outils qui vont vous donner la possibilité de customiser un peu les images, de manipuler les images et pouvoir obtenir des rendus très intéressants. Voilà, il y a aussi cette notion d'espacement. Donc, un bon site doit être aéré, comme on dit souvent, dans le sens commun. Donc, créer des espacements, ne rendez pas les trucs trop touffus parce que ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc, il y a finalement, aussi ce qu'on appelle la typographie pour le francophone pur. C'est ce qu'on appelle la police. Si vous utilisez Word, la police, il faut mieux savoir gérer les polices. Donc, quel type de police choisir, comment nuancer avec les gras légers et tout ça, les couleurs et tout, pour que votre site soit très pro lorsqu'on atteint dès la première fois. Par exemple, allez dans bipro.fr et voyez un peu de quoi je parle. Allez dans bipro.com et plein d'autres sites que j'ai eu à travailler pour mes clients et tout ça. Je prends toujours la peine de me rassurer que le design est assez acceptable avant de continuer. Ok. Maintenant, lorsqu'on parle du JavaScript, parce que le JavaScript est essentiel pour un développeur front-end. Si vous vous dites développeur front-end, je vous recommande hyper fortement de maîtriser le JavaScript. Et lorsque je parle de ça, voici quand même quelques modules fondamentaux dont vous devez maîtriser déjà les bases, les variables, les types de données. Bien que le langage JavaScript n'est pas naturellement typé, mais il y a une façon dont qui gère les types de façon dynamique. Vous devrez comprendre comment ça se passe, les instructions, les conditions, les fonctions, les boucles, plein d'autres choses. Vous devrez maîtriser la structure des données avec les arrêts. Donc quand je parle ici des arrêts, je parle des tableaux, les objets et tout ça. Bon, il y a également des fonctionnalités avancées comme les promises, la assign, les callbacks. Essayez de maîtriser tout ça. D'ailleurs, j'ai un cours complet, très complet sur le HTML5 et le CSS en 2022. Donc, vous allez voir le lien dans la description. J'ai également un cours très complet qui vous donnera tout ce que je viens de parler ici sur le JavaScript. C'est également dans la description. Donc, prenez la peine de jeter des coups d'œil. Et il y a des outils supplémentaires que vous devrez continuer à apprendre pour maîtriser plus le développement. Donc, comme je parle ici de Git, qui est le système de contrôle de version.
Il reste le plus populaire actuellement. Beaucoup de monde l'utilise. Git ou ce système de contrôle de gestion de version vous aide à versionner votre code. Donc à créer plusieurs versions. Par exemple, si l'on vous dit Google, je veux dire Google de la recherche, il veut rentrer à une époque à quoi ça ressemblait en 2020. Bon, disons Facebook, vous allez plus noter. Si on rentre Facebook à la version que Facebook était en 2015, vous allez voir que c'est très différent. Et maintenant, pour le faire, si vous n'utilisez pas des systèmes comme les guides comme ça, vous n'avez pas pouvoir, vous allez supprimer certaines parties du code au commande. Or, avec des outils comme celui-ci, vous exécutez juste une seule commande et puis le tout est joué. Il vous faut maîtriser les outils de développeurs qui sont au niveau du navigateur, comment les réseaux, donc quand vous exécutez une requête, quelles sont les ressources qui sont fetch. S'il y a une erreur au niveau de la console, maîtriser les outils de stockage au niveau de l'application. Donc je parle des tabulations qui sont dans la console. Vous devez maîtriser l'outil de gestion des packages Node qui s'appelle NPM. Ça vous permet d'installer des packages. Les packages, c'est des codes préécrits qui vous aident à être plus productif et accomplir parfois certaines tâches sans forcément vous réécrire. En fait, comme on dit, réinventer la roue. C'est déjà là, ne perdez pas votre temps à réessayer la même chose qui existe déjà. Vous installez les packages, vous les utilisez tout simplement. Et notre fameux VS Code vient avec beaucoup de plugins comme Emmet qui vient déjà par défaut, Live Reload Server, Prettier, JS Link pour la syntaxe de vos fichiers, de vos codes JavaScript, GitHub Copilot, Color Highlighter, plein d'autres choses plein de plugins qui vous aideront à écrire du code plus efficacement et plus professionnellement, plus productivement. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ces outils supplémentaires. Et ici, lorsque on parle généralement, donc c'est une sorte de petit small recap, donc récapitulatif. Donc, vous devrez maîtriser la création des pages web avec du HTML et du CSS. Vous devrez maîtriser du JavaScript et travailler aisément avec le DOM et plein d'autres fonctionnalités du JavaScript. Vous devez comprendre les principes du design et pouvoir faire quand même des designs basiques pour pouvoir améliorer votre qualité de travail. Vous devrez connaître, gérer les interactives, le design responsif, c'est capital que vous maîtrisez aussi bien cette partie. Vous devrez savoir comment utiliser l'API Fetch. Donc, déjà les API en tant que front-end, vous devrez déjà commencer à vous familiariser comment consommer des API et utiliser ce qu'on appelle le protocole HTTP. C'est quoi? Faites des recherches et lisez, comprenez bien de quoi il s'agit. Travaillez avec les systèmes de contrôle de version comme Git et c'est un peu ça. Voilà, où aller maintenant? Donc, quand vous avez fini avec tous ces fondamentaux du front-end, il est question maintenant que vous choisissez où vous voulez aller. Vous voulez devenir vraiment un front-end très pro. Donc, je vous recommande cette partie numéro 2. Apprendre, ou déjà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vous devrez apprendre ça, tous les frameworks front-end. Il y a React.js, il y a Vue.js, il y a Angular, il y a Servlet. Servlet, c'est tout nouveau, mais ils sont en train de grandir beaucoup en popularité. Les server-side rendering, c'est aussi très important pour un développeur front-end. Maintenant, si vous voulez rester peut-être plus web designer, je crois qu'il vous faut plus améliorer vos compétences dans les outils de design comme les Photoshop, XD et rester beaucoup focus, concentré, pratiquer beaucoup au niveau du HTML CSS pour créer par exemple des templates. Vous savez, il y a des gens qui vivent aujourd'hui parce qu'ils créent juste des templates. Ça veut dire des pages web. Par exemple, aller dans ThemeForest, ThemeForest.com. Vous essayez de vérifier, il y a des centaines de templates là-bas et il y a des entreprises qui se font des millions chaque mois juste en vendant des templates qui sont écrits avec du HTML, CSS et du JavaScript. Donc, ce n'est pas à négliger. Si vous voulez plutôt améliorer encore davantage vos connaissances, maîtriser les modules JavaScript, les librairies, créer même vos propres librairies, des plugins, vendez-les.
il faut également toucher ce qu'on appelle le testing, donc tester des applications, écrire encore d'autres codes en utilisant des frameworks pour tester des applications que vous êtes en train d'écrire. Donc nous on va en parler, des packages et plein d'autres. Voilà, maintenant si vous voulez laisser le front-end et être plus back-end, voilà, ce que vous avez déjà appris est assez suffisant pour rentrer dans le back-end, pour ne pas être trop perdu, parce que vous ne pouvez pas faire le back-end sans avoir aucune notion de front-end. Donc ici, si vous voulez faire du back-end, vous pouvez peut-être le faire avec Node ou avec Python ou avec PHP ou avec Go ou C# qui est beaucoup utilisé aussi, ou Java. Vous devrez également maîtriser les bases de données. Il y a PostgreSQL, il y a MySQL, il y a MongoDB et Oracle pour ceux qui sont vraiment dans des corps, donc des grosses entreprises, parce que Oracle est trop cher et beaucoup de gens basiquement ne l'utilisent pas. Surtout quand ils sont petits développeurs. Les développements des API, ça fait partie des tâches d'un back-end développeur. Donc, on revient. Les frameworks front-end, comme je disais tantôt, React reste le plus utilisé. Il est créé et maintenu par Facebook. C'est une librairie, en fait. Je sais que d'autres gens vont comprendre et dire, hey, lui il dit que React c'est un framework, c'est une librairie, mais framework ou librairie, pour moi, je pense que c'est pas si important. Ce qui compte, c'est que vous maîtrisez la chose et que vous ne vous attardez pas à certaines terminologies. Donc, la durée d'apprentissage du développement React est relativement moyenne. C'est pas trop long ni trop court, mais c'est là, quoi. Maintenant, il y a Vue.js qui prend aussi beaucoup le dessus, et je pense que je vais faire un tuto complet sur Vue.js et voir même Angular, bien que Angular ne soit plutôt utilisé. React, je veux dire, Vue.js a été créé par un Chinois et ils ont jusqu'à présent une très forte communauté chinoise. La communauté est surtout très bonne, pas forcément juste chinoise, ils sont dans plusieurs langages. Je veux dire la documentation, la durée est très courte comparée à React. Donc, vous pouvez apprendre Vue en quelques temps. Bon, vous allez voir lorsque je vais faire notre tout premier crash course. Donc, je veux dire le cours d'initiation à Vue. Donc, nous avons Angular qui est créé et maintenu par Google. Il reste toujours populaire au sein des entreprises. C'est une technologie qui est utilisée beaucoup au niveau des entreprises. Surtout, bien qu'il est en train de baisser en termes de popularité, les gens l'utilisent plus tôt. Mais c'est plus complet, très complet comparé à tous ces autres frameworks. Et la durée d'apprentissage, je pense qu'elle est bien longue parce que c'est ce que j'utilisais beaucoup à l'époque. Je me rappelle comment c'était si complet, ça couvre tous les modules dont un framework pourra en avoir. Nous avons Svelte qui gagne progressivement en popularité. C'est un nouveau framework front-end et je ne sais pas si vous avez le temps de jeter un coup d'œil. Peut-être avec le temps cette année, je vais également créer un crash course dessus. La durée d'apprentissage est également très courte. Je pense que d'autres disent qu'il est plus puissant et tout ça. Donc, vous pouvez également y jeter un coup d'œil. Il y a TypeScript qui est aussi très utile si vous voulez devenir plus professionnel. Je pense que vous devrez également essayer de apprendre un peu du TypeScript. TypeScript vient juste vous ajouter des fonctionnalités sur le JavaScript normal que vous connaissez. Ça facilite le OOP, dont l'objet orienté avec le JavaScript. Ça donne cette fonctionnalité de type static, donc de typage au TypeScript pour que vous puissiez définir vos variables directement en décidant que cette variable ne peut que stocker des variables de type tel, de type string, de type integer et tout ça. Ce qui n'était jamais le cas avec ça. Ça vient aussi avec le EX6. Ça vient et je pense que ça vous donne la possibilité de rendre votre code JavaScript plus modulaire ou plus scalable et surtout plus maintenable. Donc ça vaut vraiment le coup d'y essayer. C'est des trucs que j'ai, même des tutos que j'avais fait lorsque j'avais encore ma chaîne en anglais, et je pense que je vais refaire des tutos sur TypeScript ici même, et ça va être plus cool. Donc quand vous avez tout ceci, il vous faut maintenant essayer d'utiliser des codes ou des composantes réutilisables. Si vous utilisez tous ces frameworks, c'est intéressant que vous connaissez comment utiliser des codes qui ont été déjà décrits et que vous pouvez, ou vous écrivez vous-même des codes qui sont réutilisables. Donc on appelle ça des UI kits. C'est plus principalement au niveau des UI.
vous les portez, vous déposez et vous customisez pour que ça réponde à vos besoins. Donc, vous avez React Bootstrap, NG Bootstrap, Vue Bootstrap ou Servlet Material Design, Servlet Strap, bref, tout ce que vous voyez ici à l'écran. Jetez des coups d'œil. Chakra pour React, c'est bien utilisé, le Material Design UI. Et même finalement, ThemeForest Template. Donc, vous pouvez plutôt aller là-bas, prendre des templates et les intégrer dans vos applications. Vous pouvez prendre juste certaines pages HTML ou certains blocs de HTML, CSS et vous les intégrez dans vos applications existantes. Donc, c'est aussi très nécessaire de maîtriser ceci. Donc, ici, il faut aller encore plus loin. Nous, on va parler ici des testing. Donc, vous savez, à nos jours, le développement évolue beaucoup et les gens ont besoin de créer des applications plus stables, plus scalable. Et pour ça, tester des applications en écrivant du code pour les tester rend la chose plus, parce que vous savez, lorsque vous les testez avec les mains, l'erreur est humaine, surtout quand c'est des grosses applications, ça devient extrêmement coûteux lorsque vous payez des gars pour tester. Or, par contre, ici, c'est aussi beaucoup coûteux, mais donc si vous êtes juste en train de développer des petites applications, je peux vous dire, vous pouvez vous en passer des testings, ne vous sentez pas plus que, mais moi, j'utilise jamais du testing et pourtant, on dit que c'est ce qu'un développeur web devrait maîtriser. Non, en principe, c'est pas forcément ça. Si vous développez et vous ciblez des grosses entreprises, je pense que vous devrez maîtriser des testings. Si vous ciblez, travailler sur des grosses applications, vous devrez maîtriser des testings. Et les trois frameworks les plus utilisés, comme vous pouvez voir ici, il y a Jest, il y a Cypresso, Cypress.io, il y a Puppet. Et je peux dire, ça dépend également. Si vous développez peut-être avec React, vous n'allez pas forcément utiliser ceci parce que React vient déjà avec son framework de testing intégré, React Testing. Donc, Angular utilise Jasmine. Donc, c'est un peu ça. Et ça dépend vraiment. Donc, il faut également maîtriser les rendus ou parlons aussi des rendus côté serveur. À nos jours, nous avons les frameworks React Base. Donc, c'est basé sur le framework React qui s'appelle Next.js. Next.js vient là vous faciliter parce que quand on dit déjà rendu côté serveur, on parle ici de l'optimisation du référencement. Donc, c'est ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, pour que vos pages soient plus référencées lorsqu'on fait les recherches sur les moteurs de recherche comme Google ou quoi. Donc, ça vous aide aussi à gérer plus les fetch des API, l'optimisation des images. Ça vous aide à intégrer TypeScript dans vos applications React facilement. Et c'est intéressant. Vous devrez également maîtriser Redux et plein d'autres choses que j'aime oublier en ce qui concerne React pour mieux gérer vos state management, comme on dit souvent. Il y a également Next.js qui vient pour Vue.js. Donc, ça vous permet de faire pratiquement la même chose, mais ça, c'est pour les développeurs qui utilisent plus Vue.js. CSS sans tête. Ah, ici, je voulais dire CMS sans tête. Bon, on appelle ça des headless CMS. Bon, headless CMS ici, vous savez, comme j'ai dit, la technologie évolue beaucoup. Et aujourd'hui, vous allez voir que des gens utilisent WordPress, par exemple. Vous savez, WordPress est trop limité parce que ça vous permet juste d'avoir des sites, des applications web. Imaginez que vous voulez un truc dont le back-end est déjà fait et que vous voulez utiliser pour créer plusieurs clients comme une application Android, une application iOS, une application web, une application même desktop ou une application IoT dans l'Internet des objets. Par contre, vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vous voulez utiliser un truc qui existe déjà. Donc, le back-end va toujours être comme votre back-end WordPress. Donc, je veux dire, il y a un tableau de bord où il y a une interface graphique, vous cliquez, vous créez des clients, vous créez des posts, vous créez ceci et cela. Et maintenant, pour l'utiliser au niveau du front-end, ça ne retourne pas une page web, ça retourne plutôt des objets sous forme de JSON. Donc, c'est ça qu'on appelle les headless CSS. Donc, ça gestionne du JSON sous forme d'API. Vous pouvez créer n'importe quel client pour consommer ces JSON-là. Donc, si vous n'avez pas encore entendu parler des technologies headless ou sans tête, je crois que c'est de ça. Et voici le framework le plus utilisé, Strapi. Strapi, c'est très important.
checker ça. C'est très très cool même en fait. Si vous kiffez, n'hésitez pas de vous aventurer un peu dessus. WordPress reste jusqu'à présent l'une des CMS les plus utilisées. Apprenez également à utiliser des CMS. Donc c'est tout simplement ce que je veux dire, parce que ça peut vous permettre de créer des petits projets plus rapidement qui ne nécessitent pas trop de complexité et obtenir le résultat. Vous voyez un peu. Voilà, vous êtes finalement un super héros et je pense que si vous maîtrisez tout ceci dont on vient de citer ici, vous êtes un très très bon développeur front-end. Si vous ne les maîtrisez pas, c'est pas grave. Je pense que si vous maîtrisez déjà 70%, c'est pas mal. Vous êtes à un niveau acceptable et c'est très bon. Donc, continuez d'investir sur vos compétences, c'est très capital et c'est ce qui peut vous rendre hyper riche. C'est ce qui peut changer complètement votre vie. Donc, keep going, man. Ok, nous parlons finalement du back-end. Le back-end, c'est purement ce code qui réside au niveau des machines très puissantes appelées serveurs. Donc, si vous voulez devenir un développeur back-end, je vous dirais, c'est très cool de apprendre l'un de ces langages. N'apprenez pas tout. Si vous pouvez maîtriser 2 3, c'est très intéressant. Comme les 3 premiers, là, je pense que je les utilise quand même un peu. Moi, je code bien avec Node.js. Je code beaucoup avec PHP. Je code un peu avec Python. Par le passé, j'avais un peu codé avec Java. Et il y a également C# qui est beaucoup utilisé à nos jours. Il y a Ruby. Et je pense que vous pouvez choisir n'importe quel langage ici. Node, c'est plus du JavaScript si vous êtes développé JavaScript. Python, si vous voulez faire du développement web, bien qu'il soit plus centré à nos jours pour les AI, je veux dire Artificial Intelligence, Machine Learning, ça code également beaucoup du développement web avec son framework, soit Django ou Flask. PHP, Laravel reste parce que beaucoup de gens pensent que PHP n'est pas puissant, il est monté, il est descendu. J'ai dit et je répète, PHP reste très populaire et je vous rassure même que 60% et voire même 70% des applications qui tournent sur Internet dans le monde entier sont écrites avec PHP. Donc PHP reste un langage que les gens font toujours la polémique autour de ça, mais Laravel, qui est le framework qui révolutionne avec PHP, est très respecté dans la communauté des développeurs de développement web, et je pense que PHP c'est un très bon choix et ne vous sentez pas du tout frustré si vous voulez apprendre PHP. Ruby était beaucoup utilisé à l'époque, mais la tendance est en train de baisser à nos jours. Il utilisait son framework Ruby on Rails. Et justement, parlant des frameworks, si vous voulez apprendre Node.js, soit c'est avec Express ou Next, dont nous avons parlé précédemment, ou Fastify, il y a Koa, il y a Django pour Python, il y a Flask ou Flask API pour développer directement des API, il y a Laravel, il y a Symfony, il y a CoreIgnite, il y a Slim pour PHP. Vous avez ASP.NET ou ASP.NET MVC, donc pour ceux qui sont C#. Il y avait Spring Boot pour Java et je pense qu'il est aussi beaucoup utilisé pour développer ce qu'on appelle les microservices. Et ces microservices en fait ne sont pas des technologies si complexes. Je sais que certains vont comprendre ici et ils vont dire, moi j'entends toujours parler des microservices. Les microservices, très concrètement, c'est tout simplement des grosses applications qui ont été découplées en plusieurs modules. Par exemple, un module qui gère juste les utilisateurs, un module qui gère juste les produits, un module qui gère juste l'authentification. Et après, ces modules parviennent à communiquer entre eux. Donc, c'est tout simplement ça. Je crois que je vais même faire un sujet là-dessus pour vous expliquer clairement de quoi il s'agit. Ruby, c'était avec Ruby on Rails et il s'était vraiment utilisé dans les années 2012-2013 et c'est un peu ça. Maintenant, en tant qu'un bon développeur back-end, vous devrez maîtriser bien les bases de données parce que vous communiquez beaucoup avec les bases de données. Ici, j'ai essayé de les catégoriser en 2 parties. Les bases de données relationnelles qui sont ici à notre gauche, je crois, et les bases de données non relationnelles. Vous avez PostgreSQL qui est plus puissant et aussi un peu quand même utilisé, mais MySQL, celui-ci reste le plus utilisé jusqu'à présent. Et MySQL Server, je ne les utilise pas. Je veux dire MS Microsoft Server SQL, je ne l'utilise pas. Il y a SQLite qui est beaucoup plus léger
et portative en fait. Donc ça vous permet de le déposer directement dans une application et porter cette application aller n'importe où sans forcément installer une autre dépendance pour que ça puisse fonctionner. Par contre, MySQL, vous devrez avoir le logiciel MySQL installé dans votre système d'exploitation ou Postgre et ainsi de suite avec MS Server. MongoDB, vous devrez l'avoir installé. En fait, je vous l'ai dit, MongoDB, Firebase, Supabase, Redis, ce sont des bases de données non relationnelles qui veut dire tout simplement les objets ne sont pas les tables. Déjà, ils n'utilisent pas les principes des tables, ils utilisent les principes des objets. Donc, ils sont un peu plus objet orientés et puis ils vous permettent de créer des bases de données qui ne sont pas à la base définies. Bon, vous pouvez définir un schéma, donc une structure de base de votre base de données, mais en principe ça ne dérange pas et c'est plus scalable, c'est plus flexible. Vous pouvez plus modifier la base de données au fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer. C'est plus cool pour ce qu'on appelle le agile development. Et bon, ça dépend vraiment de ce que vous êtes en train de vouloir faire. C'est plus beaucoup si les données ne seront pas trop reliées entre eux, relationnelles quoi. Donc ils utilisent également ces ORM. En fait, ce sont des intermédiaires ou des interfaces qui permettent de communiquer avec ces bases de données en utilisant par exemple des langages comme PHP, comme Python et tout ça, ou comme le JavaScript pour le cas de Mongo ici. Vous pouvez communiquer avec la base de données MongoDB sans forcément écrire du code de MongoDB même. Vous utilisez juste ces objets-ci ou ces librairies-ci et puis voilà. Ok, comprendre les API en REST. En tant que développeur back-end, je pense que c'est très important que vous compreniez concrètement comment les API REST marchent. Vous voyez, voici les différentes fonctionnalités ici en vert que vous pouvez exécuter dans votre REST. Pour le cas, si par exemple, vous pouvez voir la liste des vols disponibles, ajouter un vol ou supprimer un vol. Maintenant, vous pouvez le faire à partir de n'importe quelle application. Ça peut être un site web, ça peut être une application iPhone, une application Mac, une application Android. Ils ont la possibilité de demander toutes ces tâches-là. Et maintenant, quand ils demandent, ce n'est pas un problème, ils renvoient à votre API. Donc, c'est l'API qui sait comment récupérer votre demande et puis il retourne voir le code. Le code traite la demande. Si vous récupérez les données dans la base, récupérez certaines images, il le récupère et il retourne à celui qui a demandé. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle des API, c'est juste cette couche qui reste entre le donc le code serveur même et le code client, et ça rend la chose plus universelle pour que vous puissiez très facilement ne pas être attaché forcément à une technologie. Donc les clients sont de tout type de variété et les données vont être retournées de façon universelle. Et c'est un peu ça. Donc quand on parle de REST API, je vais faire des vidéos sur ça et nous allons créer même des API en fait. Donc ne vous inquiétez pas, les trucs vont venir au fur et à mesure, parce que je pense que comme vous pouvez voir le studio, je viens de commencer et on va lancer sérieusement cette fois-ci. Voilà, il devrait maîtriser également ce qu'on appelle l'authentification ou les autorisations également. Donc, si on parle de ça, vous allez entendre parler beaucoup du JSON Web Token. JSON Web Token, JWT. Donc, c'est tout simplement une technologie ou un pattern qui permet en fait de gérer la connexion, donc je veux dire l'authentification des clients qui communiquent avec une API. Généralement, si vous avez une API qui est développée et vous voulez créer des clients comme un site web, une application mobile pour communiquer, vous devez utiliser le JWT. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez une requête pour la première fois, peut-être pour vous connecter à travers votre client Android web. Ça part au niveau du serveur. Le serveur crée ce qu'on appelle un token, qui est un code chiffré. Il garde ça et puis il retourne une version au niveau du navigateur ou au niveau du client à travers l'API. Le client stocke également cette version et à chaque fois qu'il veut faire des requêtes, il l'envoie avec ce token
pour que au niveau du serveur, le serveur vérifie d'abord si c'est le même token, si c'est bon, il le passe, si c'est pas bon, il bloque. Donc en principe ou basiquement c'est un peu ça. L'authentification basique ou standard qui a été beaucoup utilisée et toujours utilisée jusqu'à nos jours, c'est les cookie session. Donc vous venez de vous connecter au niveau du serveur, il va créer une session et puis il renvoie au niveau du navigateur. Cette session est stockée dans votre navigateur au fur et à mesure que vous êtes en train de naviguer sur différentes pages et différentes actions. Cette session est là pour vérifier jusqu'à ce que vous fermez peut-être votre navigateur ou jusqu'à ce que vous effacez les sessions et puis le navigateur considère que vous n'êtes plus connecté et il vous renvoie encore à la page de connexion. Nous avons le OAuth qui est OAuth. Bon, qui veut dire les social logging. Donc vous essayez de vous connecter avec Facebook ou Google ou GitHub ou Twitter, plein d'autres gens utilisent. Donc c'est juste des third parties qui gèrent les systèmes d'authentification complètement autonomes. Par exemple, quand vous connectez sur Facebook avec votre compte Facebook, ça n'a rien à y voir avec l'application dont vous êtes en train de vous connecter dessus. Donc je veux dire, si vous êtes dans bipro.fr et que vous voyez login with Facebook, ça n'a rien à voir avec Bipro. Mes codes, c'est les codes écrits par Facebook et la requête envoyée dans Facebook, c'est Facebook qui vous authentifie avant de retourner. Il y a également les notions de password hashing. Password hashing qui vous permettent en fait de mieux gérer les passwords. Pour stocker les passwords dans la base de données, en principe, on ne les stocke pas en plein texte. On essaye généralement de créer des passwords crypté. Donc, et vous pouvez utiliser cette librairie qui s'appelle Bcrypt et ces passwords sont là stockés. Maintenant, quand l'utilisateur essaie de se connecter, on recrypte encore ce qu'ils viennent d'envoyer depuis le formulaire. On vérifie avec ce qui a été stocké dans la base de données pour voir s'ils sont égaux. Si c'est la même chose, on laisse l'utilisateur passer. Voici un peu le principe derrière. Donc, il y a une librairie ou une outil très utile pour faciliter l'authentification et les autorisations. Ça s'appelle Passport, comme vous pouvez bien voir ici. Donc allez jeter des coups d'œil, c'est intéressant, ça peut vous aider. Voilà, WordPress, je reparle un peu de WordPress qui est un CMS, Content Management System. Donc c'est un outil ou une plateforme, c'est open source et ça vous aide à créer des sites web sans forcément écrire du code. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est nécessaire, moi je pense que c'est nécessaire de le maîtriser, même si il n'est pas trop utilisé. Mais pour des petites applications, si vous travaillez en indépendant, vous aurez des clients qui veulent des petites applications et ils ne payent pas trop cher. Avec ça, 2-3 jours, vous pouvez avoir un site qui marche. Si le client vous donne bien du contenu comme du texte et des images, les petites fonctionnalités, vous allez pouvoir l'intégrer facilement avec plein de plugins qui viennent avec WordPress. Il y a également un CMS Laravel pour ceux qui sont Laravel lover. Je pense October CMS vaut le coup de jeter un coup d'œil. C'est très cool et ça vous donne plus la flexibilité, plus de contrôle sur le code. Et je ne sais pas, ça dépend de vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Moi, j'utilise beaucoup ça que WordPress pour gérer mes propres trucs. Donc, ça dépend de vous et je pense que c'est aussi un peu très cool. Donc, allez. On passe. Enfin, le déploiement. Quand vous devenez un grand développeur et que vous avez déjà touché beaucoup de choses, je pense que il est temps que vous appreniez à déployer des applications. Et déployer des applications veut dire la gestion des serveurs. Aujourd'hui, c'est une spécialité. Ça s'appelle le DevOps. Et lorsqu'on parle de ça, vous avez besoin de connaître deux choses: les hébergeurs, donc ce qu'on appelle les hosting, et voire même les domain registrars. Donc parce que la plupart du temps, tous les sites vont avoir un nom de domaine et ils doivent être hébergés dans un serveur. Donc vous devrez connaître quel hébergeur utiliser et comment on lit le nom de domaine qui est acheté généralement, peut-être directement chez l'hébergeur ou chez un autre hébergeur différent. Vous devrez également maîtriser ce qu'on appelle les outils de déploiement. Les outils ici, c'est plus ou moins relatif en termes de complexité. Ça dépend de vos niveaux de compétence. Mais s'il faut parler des hébergeurs, ici, nous avons Bluehost, nous avons OVH,
Moi, j'utilise beaucoup OVH, j'ai utilisé aussi beaucoup DigitalOcean, j'ai utilisé GoDaddy, vous avez HostGator, vous avez DreamHost, vous avez iPage, donc il y en a plein. Vous avez même des hébergeurs qui viennent peut-être à nous jouer avec des clouds VPS. Moi, j'utilise aussi beaucoup les VPS, qui veut dire des Virtual Private Server. Il y a des Dedicated Server. Donc, je prends un serveur tout nu, vide, juste son système d'exploitation. C'est moi-même qui installe le serveur, j'installe MySQL, j'installe tout ce qu'il faut. La sécurité, je lis le nom de domaine, je crée tout ce qu'il faut pour que le site commence à tourner. Et c'est déjà des notions avancées, mais pour les débutants, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des share hosting, donc des hébergeurs partagés. Donc ils ont déjà le cPanel, vous partez juste sur le panel, vous uploadez votre code, vous cliquez sur le nom de domaine, vous ajoutez, c'est bref, très pratique et instructive pour la plupart des cas. Donc maîtriser également ces cloud services est très important. Ce sont eux en fait qui vous permettent de gérer des grosses applications. Quand vous avez des petites applications, je peux vous accepter que vous gérez la charge par vous-même. Mais si vous voulez aller et travailler dans des grosses entreprises, avoir des notions de Amazon Web Services, Google Cloud Services ou Microsoft Azure, c'est très nécessaire. Surtout Amazon Web Services, c'est le plus utilisé à nos jours. Et ça offre des fonctionnalités très complexe. Bon, déjà que l'humain est très complexe, c'est pour ça que vous allez voir des certifications AWS partout. Mais j'avais beaucoup fait du Google Cloud à l'époque, mais à cette époque, je crois que c'était dans les années 2012 comme ça. Ils étaient encore avec une technologie qu'ils appelaient App Engine. À nos jours, ils ont beaucoup évolué et je pense que ça vaut aussi beaucoup le coup d'y essayer. Voilà, parlant de ces outils-là, ici, je vais être très direct parce que je ne vais pas vous casser la tête avec tout ceci. Ça, c'est pour celui qui veut faire du DevOps, donc qui veut être spécialisé, gérer des serveurs. Donc ici, vous allez utiliser Git, vous allez utiliser le Docker. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Docker vous facilite la tâche parce que à ce jour, la gestion des dépendances, il ne faut pas que vous installez certains plugins au niveau de votre environnement local et lorsque vous partez en production, ça ne marche pas. Avec Docker, vous pouvez facilement éviter ça. Il y a Jenkins qui vous permet en fait d'automatiser la façon, le processus de déploiement. Si vous avez des unit testing à faire, vous pouvez dire, dès que je fais un commit, vous partez dans mon repository, vous exécutez une commande qui va déployer le nouveau récemment. Vous faites d'abord tous les tests, si tout se passe bien, vous faites un pull dans mon serveur directement et puis vous redémarrez le serveur ou quoi. Donc, ça vous permet d'automatiser. En fait, ça s'appelle Jenkins. C'est très cool. Je l'ai déjà utilisé pour automatiser certains trucs. Jira est aussi beaucoup utilisé. Mais ça dépend, c'est pas une obligation. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Cibler quelques. Git est très important. Et je crois que c'est le seul, le plus capital si vous maîtrisez déjà et que vous connaissez la configuration des serveurs, comment tout ça se passe, ça devrait être cool. Voilà. Quand vous maîtrisez tout ceci, vous pouvez vous appeler vraiment un développeur full stack hero. Donc, vous maîtrisez quand même du corps. Si vous maîtrisez même déjà 60, 70%, 75, 80, comme moi, je pense aussi autour de 80%, vous êtes alors un bon développeur héros. Maîtriser les 100%, je dirais que ce n'est pas possible parce qu'il y a plein de choses et vous n'êtes pas une machine, vous êtes quand même un humain. Donc, c'est un peu ça. Voilà, finalement, on parle du trend, du buzz, qui fait beaucoup le buzz actuellement, le web 3.0. Le Web 3.0, c'est juste une autre version du Web comme les précédents. Vous savez, le Web 1.0, il s'agissait juste des simples pages Web qui n'avaient que des pages HTML et un peu de CSS. Donc, c'était extrêmement statique, très basique même. Après, le web a évolué et passé au web 2.0, qui est cette ère dont nous vivons actuellement, l'ère de la technologie que moi je peux dire. Mais ici, les réseaux sociaux, les sites web très dynamiques, complexes et très complexes même, sont là à la version 2.0. Maintenant, la version 3.0 du web,
C'est tout simplement la technologie basée sur le blockchain. La blockchain est juste des systèmes décentralisés. Donc, on essaie de décentraliser tout. On ne veut plus que si vous voulez stocker vos images sur Facebook, ce n'est que Facebook qui connaît là où vous stockez vos messages WhatsApp. Vous ne savez pas où ça part avant d'aller où c'est stocké et tout et tout. Par contre, avec la blockchain, tout est décentralisé. Vous savez, vous avez le contrôle et vous êtes propriétaire de vos données. C'est plus sécurisé, c'est ce qui se dit et c'est effectivement sécurisé. C'est trop conçu quand vous êtes tout débutant. Moi, personnellement, je suis aussi tout débutant. Je connais juste les principes de base, mais en réalité, je ne suis pas un développeur de la blockchain. Je lis juste aussi pour être à la une de l'industrie, comme on dit souvent, pour être à jour de l'industrie, comme je vous l'ai dit dès le départ. Donc, à nos jours, les gars se font beaucoup d'argent même avec, par exemple, les crypto-monnaies, mais à vous de décider si vous allez vous relancer ou pas, mais c'est très nécessaire de lire dessus, d'écouter, de se documenter dessus, en fait, pour être à jour de l'industrie et voir si vous avez des opportunités, parce que les gens le disent jusqu'à présent que ça offre tellement d'opportunités. Il y a des gens qui sont devenus très riches au bout de ces 3 derniers mois en utilisant par exemple les NFT. Si vous avez entendu parler des NFT, non-tangible token, non, c'est juste certains créas, ça peut être des images de l'art, la musique et tout que vous créez et puis vous êtes propriétaire, c'est complètement sécurisé, personne ne peut les dupliquer. Les gars ne font que vendre ces images qui sont comme des tintins très chers et s'enrichir avec. Il y a plein d'autres services autour de ça que les gens sont en train de vendre. La crypto-monnaie, le bitcoin qui a rendu des gens très millionnaires au cours de ces dernières années, qui a rendu d'autres aussi très pauvres. Donc allez, ça dépend de vous. C'est un peu de ça qu'il s'agit, le web 3.0 avec les métaverses, vous voyez un peu ce que YouTube, je veux dire Facebook est en train de projeter au niveau du web 3.0. Donc c'est un peu ça. Voilà. Merci. Je crois que ça a été vraiment du lourd. Il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir aller jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce concept, surtout ne manquez pas de laisser un like. Et vous pouvez me faire contacter si vous avez des soucis, laissez des commentaires et surtout, j'ai dit, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. J'ai constaté que le nombre d'abonnés n'évolue pas du tout et c'est pas bon. Beaucoup de gens regardent des vidéos mais beaucoup ne s'abonnent pas à la chaîne. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je ne partage pas du contenu spam pour vous déranger tout simplement. La plupart du temps, je prends la peine de créer des contenus qui sont utiles et qui peuvent vous aider. Voilà. Yep. C'était du lourd.